Il y a des sons nouveaux qui arrivent dans une vie de 400 ans. Pas souvent, c'est ce qui les rend remarquables. La plupart des sons que j'entends sont des sons que j'ai déjà entendus, sous des formes légèrement différentes, avec des intensités variables, portés par des vents changeants, mais fondamentalement identiques à eux-mêmes depuis que je suis assez grand pour les percevoir. Le vent dans mes branches a le même fond sonore qu'il avait il y a 3 siècles. La pluie sur la terre dure d'été fait le même bruit qu'elle faisait quand le village autour de moi n'était encore que quelques fermes dispersées dans les chênaies. Les voix des hommes changent de timbre, d'accent, de vocabulaire, mais leur substance, la façon dont une voix humaine occupe l'air, vibre, porte, reste reconnaissable à travers les générations, comme reste reconnaissable le chant d'une espèce d'oiseau malgré les variations individuelles. Les sons vraiment nouveaux, ceux que je n'avais jamais entendus sous aucune forme préalable, se comptent sur les doigts d'une main dans ma mémoire longue. La première arquebuse, quelque part au XVIe siècle. Un bruit qui ne ressemblait à rien de connu, une détonation sèche et brutale qui avait fait fuir les oiseaux de ma clairière pour une journée entière. Les premières cloches de fonte, plus tard, avec leur timbre différent des cloches de bronze que j'avais connues avant. Le premier chemin de fer que j'entendis au loin, par un jour de grand vent du nord, comme un grondement sourd et régulier que je pris d'abord pour un orage, avant de comprendre que le ciel était parfaitement clair. Ce matin-là, un matin de mai, quelques années après la fin de la Grande Guerre, dans cette période de reconstruction hésitante où le monde cherchait encore sa forme nouvelle, ce matin-là, j'entendis quelque chose que je n'avais pas encore entendu aussi près. Ce son arriva de la route du bourg, longtemps avant d'arriver à ma hauteur. Un grondement mécanique, profond et irrégulier, qui n'avait pas la musique des machines que je connaissais. Rien de la douceur relative d'une roue sur un chemin, rien de l'effort animal du cheval dont j'entendais les souffles et les sabots comme un langage familier. C'était quelque chose de plus monolithique, de plus têtu, de plus indifférent au sol qu'il traversait. Quelque chose qui ne négociait pas avec le terrain mais qui le traversait comme s'il n'existait pas. Je l'entendis longtemps avant de le voir, ou plutôt longtemps avant de percevoir son passage, parce que le voir n'est pas tout à fait ce que font les arbres. Il passa dans le champ de ma perception avec la lenteur des choses très lourdes et la certitude des choses qui ne doutent pas d'elles-mêmes. Et dans son sillage, il traîna quelque chose que je n'attendais pas, le silence des hommes. Pas l'absence des hommes. Les hommes étaient là, je les entendais, leurs pas dans la boue du chemin, leur respiration, mais leur voix s'était tue. Ils regardaient. Pour comprendre ce matin de mai, il faut comprendre ce qu'avait été le monde avant lui. Pas le monde en général, le monde précis de cette vallée, de ces terres, de ces hommes qui les travaillaient depuis des générations avec les mêmes outils transmis de père en fils, comme on transmet les prénoms ou les dettes. La terre de ce Périgord se travaillait à l'animal depuis aussi longtemps que je me souvenais. Les bœufs d'abord, lourds et lents et patients, qui tiraient les charrues dans la terre argileuse des fonds de vallée, avec une constance que rien ne précipitait et que rien n'arrêtait vraiment. Puis les chevaux, plus tard, plus rapides, plus nerveux, moins économiques mais plus polyvalents, capables de tirer la charrue le matin et de porter le paysan au marché l'après-midi. Et les ânes toujours, pour les petites tâches, les chemins trop étroits, les charges trop légères pour les grands animaux et trop lourdes pour les hommes seuls, j'avais regardé, depuis ma clairière, des générations d'hommes travailler la terre avec ces animaux. J'en connaissais les rythmes par cœur. Les labours d'automne qui s'étiraient sur des semaines, l'homme derrière la charrue, l'animal devant, les deux liés par les mancherons et le joug dans une relation de travail qui n'était pas exactement de l'amour, mais qui y ressemblait par certains aspects. L'homme connaissait son animal. Ses habitudes, ses faiblesses, le côté vers lequel il tirait légèrement sans raison apparente, la façon dont il ralentissait à l'approche du déjeuner parce qu'il avait appris l'heure comme les hommes apprennent l'heure. L'animal connaissait son homme, sa voix, ses claquements de langue, le sang de chaque pression des guides. Ce savoir mutuel avait quelque chose de profond que je ne savais pas encore nommer ce matin de mai, parce qu'on ne sait pas nommer ce qu'on a toujours connu. On ne sait le nommer qu'après, quand c'est parti et qu'on en cherche les mots pour le garder. Les semailles, les moissons, le battage, le transport. Tout cela s'était fait pendant des siècles avec cette alliance de l'homme et de l'animal, et cette alliance avait façonné non seulement les corps des uns et des autres, mais les façons de penser, les façons d'organiser le temps, les façons de se parler à travers le champ, depuis l'extrémité d'un sillon jusqu'à l'autre. Le travail agricole de cette vallée était un langage que tout le monde parlait sans l'avoir appris, parce qu'on était né dedans. Le tracteur n'appartenait pas à ce langage. Je dois vous parler du vieux Boulou avant de vous parler du tracteur, parce que c'est lui qui est au cœur de cette histoire, et parce que comprendre ses larmes nécessite de comprendre d'abord qui il était. Son vrai nom était Anselme Boulouès.
Boulou était le diminutif que le village lui avait donné dans l'enfance et qui avait survécu à l'enfance avec la solidité des surnoms qui collent mieux que les noms officiels. Je ne l'avais jamais entendu appeler autrement que Boulou, sauf par le curé aux enterrements et aux mariages, qui avait une déférence pour les prénoms complets qui était une des formes de son respect pour la vie sérieuse. Boulou avait entre 70 et 80 ans ce matin de mai. J'avais perdu le compte exact de ces années. Les vieux finissent par perdre leur précision chronologique dans ma mémoire, peut-être parce que leur âge cesse à un moment d'être la chose la plus intéressante en eux. Il était petit, voûté par des décennies de travail penché sur des sillons, avec des mains que j'avais regardées toute ma vie et qui ressemblaient maintenant à des choses séparées du reste de son corps par leur propre histoire. Des mains de travail absolues, parcheminées, avec des articulations qui saillaient sous la peau comme des nœuds dans du bois vieux. Il avait travaillé la terre depuis l'âge de 8 ans. Je le savais parce que j'avais connu son père, qu'il avait connu à cet âge-là dans les champs, et que j'avais vu Boulou enfant passer devant moi avec la démarche déjà sérieuse des fils d'agriculteurs qui apprennent tôt que le travail ne se discute pas. Il avait labouré ses terres pendant 60 ans avec les mêmes gestes, les mêmes bêtes que son père lui avait transmises et qu'il avait transmises à son tour, la même charrue réparée et réparée encore, les mêmes sillons dont il connaissait chaque mètre, chaque caillou, chaque endroit où la terre devenait plus lourde et où il fallait aller plus doucement pour ne pas fatiguer l'animal inutilement. Il n'avait pas fait la guerre de 14, trop vieux déjà, et cette exemption l'avait laissé avec une culpabilité tranquille et constante qu'il portait sans en parler, comme un habit qu'on ne retire pas. Il avait travaillé pendant ces 4 ans avec redoublement d'efforts, comme si travailler plus fort était sa façon de contribuer à quelque chose qu'il ne pouvait pas contribuer autrement. Et cette intensité supplémentaire s'était incrustée dans ses gestes et n'en était jamais repartie tout à fait. Il vivait seul depuis la mort de sa femme quelques années auparavant. Son fils tenait maintenant une partie des terres. Le fils avait 35 ans, de l'ambition tranquille, et c'était lui qui avait commandé le tracteur. Ce détail est important. C'est le fils qui avait commandé le tracteur, pas Boulou. Le tracteur arriva au village un mardi matin de mai. Il n'arriva pas seul. 2 hommes du bourg accompagnaient la machine, envoyés par le vendeur pour s'assurer qu'elle était livrée en état de marche et pour montrer au fils Boulouet comment l'utiliser. Ces hommes du bourg avaient l'allure de gens qui savent quelque chose que vous ne savez pas encore et qui attendent avec une patience professionnelle que vous le réalisiez. Pas arrogants, pas méprisants, mais porteurs d'une assurance tranquille qui venait de leur familiarité avec la machine et qui créait entre eux et les gens du village un léger décalage, une asymétrie de connaissances que la journée allait progressivement réduire. La machine était orange. Je ne sais pas si c'était la couleur habituelle des tracteurs de cette époque ou si c'était particulier à celui-là, mais cette couleur dans le vert et le brun du chemin de mai avait quelque chose d'intrusif, une présence chromatique qui ne demandait pas la permission d'être remarquée. Elle avançait sur ses grandes roues avec une lenteur que je ne m'attendais pas. J'avais imaginé quelque chose de plus rapide, de plus impérieux. Elle avançait lentement, avec le grondement continu de son moteur, et cette lenteur inattendue lui donnait un caractère presque solennel, comme une procession. Les gens du village étaient sortis. Pas tous. Il y en avait qui travaillaient loin, qui n'avaient pas entendu, ou qui avaient entendu et décidé que leur travail ne pouvait pas attendre une machine. Mais plusieurs, les plus proches, les plus curieux, les femmes du voisinage qui avaient leur tablier encore sur elles et qui s'essuyaient les mains machinalement en regardant arriver la chose, les hommes qui s'étaient arrêtés en chemin vers leur champ et qui attendaient avec les outils dans les mains, immobiles, dans la posture de quelqu'un que quelque chose d'inattendu a figé à mi-geste. Les enfants étaient là aussi. Les enfants sont toujours là quand quelque chose d'inhabituel arrive dans un village. Ils ont un sens de l'événement qui est plus développé que celui des adultes, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore appris à feindre l'indifférence. Ils s'étaient agglutinés sur les côtés du chemin, avec leurs visages ouverts et leurs yeux grands, et le tracteur passa devant eux dans son grondement orange, avec la majesté des choses qui ne savent pas qu'on les regarde. Boulou était là aussi. Il était au fond du groupe, légèrement à l'écart, sa position habituelle dans les rassemblements, depuis que l'âge l'avait rendu plus spectateur que participant. Il avait son chapeau de paille, ses habits de semaine, ses mains devant lui à la façon qu'il avait de les tenir quand il ne travaillait pas, légèrement serrées l'une contre l'autre, comme si elle cherchait à s'occuper de quelque chose qui n'était pas là. Il regarda le tracteur arriver. Le fils Boulouet passa la matinée avec les 2 hommes du bourg à apprendre le tracteur. C'était un apprentissage rapide dans sa forme, mais dense dans sa substance. Il y avait à comprendre le démarrage, les vitesses, le maniement de la charrue attelée derrière, la façon de prendre les virages en bout de sillon, la façon de doser la puissance selon la dureté de la terre.
Le fils était attentif, minutieux, avec cette capacité d'absorption des gens qui ont décidé d'apprendre quelque chose et qui n'ont pas prévu d'échouer. Boulou s'était assis sur un talus à l'orée du champ. Je ne sais pas à quel moment précis il s'y était installé, je ne le vis pas arriver là, il y était quand je l'observais. Il était assis sur le talus avec son chapeau dans les mains maintenant, ses mains sur le bord du chapeau qu'il tournait légèrement entre ses doigts dans un geste absent, et il regardait son fils apprendre la machine dans le champ qui avait été le sien pendant toute sa vie d'adulte. Le tracteur faisait un bruit que le champ n'avait jamais entendu. Pas le bruit de l'effort animal, la respiration du bœuf, le claquement des sabots dans la glaise, le son des courroies et des chaînes et de tous les équipements de cuir et de métal qui faisaient le harnachement, mais ce bruit mécanique, régulier, impersonnel, qui ne variait pas selon la pente ou la dureté ou la fatigue, parce qu'il n'y avait pas de fatigue dans ce moteur, pas encore, pas ce matin-là. Le sillon que le tracteur ouvrit dans la terre était droit, parfaitement droit, d'une rectitude que l'homme et le bœuf ne pouvaient approcher qu'avec un effort d'attention soutenu sur toute la longueur du sillon, en visant un point fixe à l'horizon et en corrigeant constamment la dérive naturelle de l'animal. Le tracteur n'avait pas besoin de corriger. Il allait droit parce que c'était sa nature, parce que rien en lui ne tirait de côté, parce que la mécanique n'a pas de préférence. Je regardais Boulou regarder ce premier sillon. Quelque chose dans sa posture changea à ce moment-là. Quelque chose de très petit, un léger affaissement des épaules peut-être, ou une façon qu'il eut de baisser la tête une demi-seconde avant de la relever. Rien qu'on aurait pu pointer du doigt et dire « voilà, voilà ce qui change », mais quelque chose. Boulou pleura vers le milieu de la matinée. Pas immédiatement, pas au premier sillon, comme si la réalité de la machine avait mis du temps à traverser quelque chose en lui, comme si la compréhension avait été lente à venir parce que ce qu'elle apportait était difficile à recevoir. Il pleura quand le tracteur était en bout de champ pour son 3e ou 4e virage, quand son fils avait déjà la gestuelle du maniement, quand il était clair que ça marchait, que ce n'était pas une expérience incertaine mais une chose acquise, une chose qui allait rester. Je le vis de loin. Les larmes d'un vieux homme sur un talus ne font pas de bruit. Pas comme pleurent les gens qui veulent qu'on les entende, pas avec les convulsions du chagrin aigu. C'étaient des larmes tranquilles, les larmes de quelqu'un qui ne cherche pas à les retenir, mais qui ne cherche pas non plus à les montrer, qui les laisse venir comme on laisse venir la pluie quand on est dehors et qu'il n'y a pas d'abri proche. Sans agitation, sans résistance, avec la dignité de quelqu'un qui sait que pleurer n'est pas une faiblesse, mais qu'il préférerait quand même ne pas pleurer là, devant le champ de son fils et la machine orange. Il s'essuya les yeux avec le revers de sa veste, 1 fois, 2 fois, puis il remit son chapeau sur sa tête et il resta assis sur le talus et il continua à regarder. Ce qui me frappa et qui m'est resté depuis, avec la précision des choses qu'on observe depuis un endroit calme, c'est l'expression de son visage après les larmes. Je veux dire par là que les larmes avaient l'air de le surprendre autant que n'importe qui d'autre. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas prévu de pleurer, qui ne savait pas tout à fait pourquoi il pleurait, et qui n'avait pas les mots pour répondre à sa propre émotion. Il ne comprenait pas. C'est ce que le titre de cette histoire dit, et c'est ce que je crois avoir vu ce matin-là sur le talus. Pas un homme qui pleure en sachant pourquoi il pleure, qui aurait formulé clairement pour lui-même la perte, la fin d'une époque, le passage d'un monde à un autre. Mais un homme qui pleure parce que quelque chose en lui sait quelque chose que sa tête n'a pas encore traduit en pensée organisée. Une douleur qui vient d'avant les mots, d'un endroit dans le corps où les habitudes de 60 ans se tiennent, et d'où elle regarde la chose nouvelle avec une incompréhension qui n'est pas de la bêtise, mais de la fidélité. Le corps de Boulou savait ce que sa tête ne savait pas encore formuler, que le monde auquel ses mains appartenaient venait de se terminer ce matin. Je veux être honnête sur ce que le tracteur apporta, parce que l'honnêteté m'oblige à ne pas simplifier dans un sens ni dans l'autre. Il apporta du mieux. Je le dis clairement parce que c'est vrai, et parce que le respect de Boulou et de ses larmes ne passe pas par la négation de ce que la machine apportait de réel. Le tracteur labourait en 1 journée ce que le bœuf mettait 3 jours à labourer. Il ne se fatiguait pas au bout du 5e sillon et ne tirait plus vers la droite au bout du 10e. Il ne tombait pas malade. Il ne mourait pas la semaine des semailles dans une catastrophe qui obligeait à tout emprunter chez le voisin. La terre que le fils Boulouex allait cultiver dans les années qui venaient serait mieux travaillée en moins de temps, avec moins d'épuisement physique, et cela était une chose bonne et réelle que je ne souhaite pas minimiser. Il apporta aussi ce qu'il apportait en trop, le bruit d'abord. Ma clairière, qui avait été un endroit de son naturel depuis que j'étais assez grand pour les entendre, a pris ce printemps-là le son du moteur diesel qui grondait depuis les champs voisins pendant les heures de travail. Ce bruit ne me blessait pas, je ne suis pas sensible comme ça. 400 ans apprennent à recevoir beaucoup de choses. Mais il changea la texture sonore de la journée de façon permanente.
Il fit partir certains oiseaux qui ne revinrent pas. Il couvrit des sons qui avaient existé avant lui et qui n'existèrent plus après. Il changea la relation entre l'homme et sa terre d'une façon que je mis du temps à formuler précisément. La lenteur du bœuf. Que j'avais toujours considéré comme une contrainte, un obstacle, quelque chose à dépasser. Je compris ce matin-là qu'elle avait aussi été une façon d'être dans la terre. L'homme derrière sa charrue tiré par un animal allait à la vitesse de l'animal, et cette vitesse était une vitesse humaine. Une vitesse à laquelle on pouvait encore regarder la terre, la sentir, remarquer l'endroit où elle changeait de couleur et ce que ça signifiait pour les semailles, entendre le bruit des vers sous les sillons retournés, laisser entrer toutes ces informations accumulées depuis l'enfance et qui formaient ce qu'on appelait, sans le nommer ainsi, la connaissance de la terre. Le tracteur allait plus vite. À cette vitesse-là, certaines choses ne se voyaient plus. Certains sons ne s'entendaient plus. Certaines informations que la lenteur transmettait à l'homme se perdaient dans le bruit et la vitesse et restaient dans la terre sans trouver d'oreille. Je ne dis pas que les hommes qui conduisirent des tracteurs après Boulou étaient de moins bons paysans. Je dis que c'était une façon différente d'être paysan et que la différence avait un coût que la comptabilité agricole ne savait pas mesurer. Boulou vécut encore quelques années après ce matin de mai. Il ne conduisit jamais le tracteur. Son fils ne le lui proposa peut-être pas, ou le lui proposa et il refusa. Ou le fils sut sans proposer que ce n'était pas quelque chose à proposer. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les dernières années de Boulou dans les champs, il travailla jusqu'à ne plus pouvoir, c'était sa nature. Se firent à la main, dans le jardin potager, dans les petits espaces que le tracteur ne pouvait pas atteindre. Un jardinet derrière la maison, quelques rangs de légumes, la terre retournée à la bêche, avec des gestes qui avaient l'air encore jeunes dans ce vieux corps parce qu'ils étaient tellement anciens en lui qu'ils précédaient la fatigue. Il passait devant ma clairière régulièrement dans ces dernières années. Il avait son chemin habituel pour aller au bourg, un chemin qui longeait ma lisière et qui passait assez près de moi pour que j'entende sa respiration et le bruit de ses sabots sur le chemin dur. Il marchait plus lentement qu'avant, avec la précaution des hommes vieux qui ne font plus confiance au sol de la même façon qu'avant. Mais il marchait. Il mourut un hiver, pas longtemps après, dans son lit, dit-on. Il avait l'âge qu'il avait, je n'en suis plus sûr, et il s'en alla sans histoire, ce qui était cohérent avec la façon dont il avait vécu. Le tracteur orange, lui, vécut longtemps aussi. Je l'entendis dans les champs pendant des années, puis son bruit changea légèrement quand on le répara. Puis un jour, le bruit changea vraiment et ce fut un autre moteur, une autre machine, plus grande et plus bruyante, que le fils du fils avait acheté, et ainsi de suite. Chaque génération remplaçant la machine de la génération précédente par quelque chose de plus puissant et de moins bruyant paradoxalement, comme si la technologie progressait aussi vers quelque chose d'imperceptible, vers des machines qui finiraient par travailler la terre dans un silence parfait que personne n'entendrait plus. Ce que je garde de ce matin de mai n'est pas la machine. Les machines s'oublient, elles se remplacent, elles s'effacent les unes les autres, elles n'ont pas de visage. Ce que je garde, c'est Boulou sur son talus avec son chapeau dans les mains. Ce que je garde, c'est la précision de ce moment où il s'essuya les yeux avec le revers de sa veste, une fois, deux fois, et remit son chapeau, et continua à regarder. Ce geste-là contenait une forme de dignité que je n'arrive pas tout à fait à décrire, mais que je reconnais comme l'une des choses les plus proprement humaines que j'ai observées depuis ma clairière. La capacité à pleurer quelque chose qu'on ne comprend pas encore, et à rester quand même assis sur le talus à regarder ce qui arrive, parce que c'est ce qui arrive et qu'on n'y peut rien, et que le refuser ne ferait qu'ajouter de la douleur à la douleur. Il avait 70 ans ou 80, et il regardait son fils conduire la machine dans le champ qui avait été son champ, et il pleurait sans comprendre pourquoi, et il restait. Ce soir, le champ est labouré depuis la semaine dernière. Je ne sais plus quelle machine a fait ce travail. Elles sont toutes pareilles et toutes différentes depuis Boulou. Le sillon est droit, parfaitement droit, et la terre retournée sent ce qu'elle sent depuis toujours. L'humus, les racines brisées, quelque chose de profond et de vivant qui n'a pas changé malgré tout. Cette odeur-là, au moins, est la même, je la reconnais. Boulou aussi l'aurait reconnue. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter jusqu'ici, revenez. J'ai 400 ans de souvenirs, des sombres et des lumineux, et chacun d'entre eux mérite d'être entendu. Abonnez-vous à la mémoire des racines, pour ne pas manquer le prochain.